2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce samedi? Ce samedi pour lequel vous avez décidé sur le canal Instagram que nous parlions des Bulls en mode coast to coast. Et on ne va pas le cacher, depuis environ 1 an et demi, depuis les problèmes de blessure de Lonzo Ball en fait, ce n'est pas la joie à Chicago. L'équipe sur le papier semble avoir du talent, elle l'avait prouvé à ses débuts, mais actuellement quelque chose semble coincer. Peu d'alchimie, peu de complémentarité, peu d'implication, peu de cohésion, il paraît qu'il est vraiment temps de tourner définitivement une page chez ces Bulls. Quelles peuvent donc être les pistes pour aller de l'avant? Eh bien ça tombe bien, c'est ce à quoi nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti, comment reconstruire les Chicago Bulls? Alors vous connaissez, à chaque fois, pour commencer mes coast to coast, j'aime parler du contexte. Chaque saison, des équipes déçoivent, arrivent en fin de cycle et s'orientent vers une reconstruction. Dans cet exercice 2023-2024, les Bulls, dans cette optique, semblent ressembler à un candidat plus qu'idéal. Le constat d'échec est réel et probablement très difficile à assumer, vu que cette équipe, il y a à peine 2 ans, était en pleine construction et véhiculait une réelle vague d'optimisme. Bah ouais, rappelez-vous quand DeMar DeRozan est arrivé et fut associé à Zach LaVine, Nikola Vucevic et Lonzo Ball. Les Bulls étaient beaux, les Bulls étaient clutch, les Bulls gagnaient, et DeMar DeRozan pratiquait l'un des tout meilleurs baskets de sa carrière. Qu'elle semble loin désormais cette époque, c'est complètement fou de voir à quel point cette narrative pour l'équipe de Chicago a changé en quelques mois. Et ouais, les absences de Lonzo ont pesé, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. D'une équipe qui avait ambition de jouer les premiers rôles à l'Est, les Bulls sont passés à une équipe qui lutte sans succès pour ne pas finir dans le ventre mou, le purgatoire de la ligue, la pire situation, qui parti comme c'est, sans deal d'envergure, pourrait longtemps s'enquister. Comme quoi, c'est important d'avoir un meneur gestionnaire qui peut nourrir tout le monde et faire fonctionner tout le groupe. Alors que Lonzo ne reviendra pas avant la saison prochaine et que nul ne connaît le niveau auquel il reviendra, il semble qu'il est temps aujourd'hui d'entamer les grands travaux à Chicago. Leur fenêtre n'était déjà pas grande et aujourd'hui elle semble complètement s'être refermée. Et ça se voit, cette équipe quand on la regarde jouer n'a absolument pas d'âme. Avec des leaders qui shootent à des pourcentages affreux, qui défendent peu et qui semblent désinvestis, évidemment le reste du groupe ne suit pas. Si Alex Caruso apporte quand même sa dureté et que certains jeunes comme Coby White ou Patrick Williams, même si son début de saison est très compliqué, peuvent montrer des choses intéressantes, ça ne suffit évidemment pas pour porter l'équipe. Il suffit de regarder le classement pour illustrer ça, et au bout de 15 matchs seulement, déjà, l'équipe de l'Illinois était tout au fond du gouffre, ou presque. Dans toutes les catégories statistiques, ou pas loin, ces Bulls se retrouvent dans les bas-fonds de la ligue. C'est catastrophique, et ça se sent. Chez les joueurs, la frustration est présente. Forcément, dans cette situation, les rumeurs de transfert commencent à fleurir, et Zach LaVine pourrait être le premier candidat concerné. Alors plutôt que de délayer l'inévitable, autant aller à fond dans ce sens, je me dis. Le premier domino doit tomber, et doit faire tomber les autres. Une page doit être tournée. Surtout que ce qui me plaît, c'est que l'équipe possède encore tous ses premiers tours de draft futur, même si celui de 2025 pourrait finalement arriver entre les mains des Spurs. Ceci dit, vu qu'il est protégé top 10, Chicago pourrait le conserver en cas de mauvaise saison sportive, et ça, on s'en rend compte, vu le contexte, ça pourrait arriver. Du coup, on remarque ça vite, avec plusieurs joueurs de valeur à transférer, mais aussi plusieurs tours de draft, pour la première fois depuis longtemps, la franchise dispose de pas mal d'options, et il serait dommage de ne pas capitaliser dessus tant qu'il en est encore temps. Mais du coup, quel genre de joueur, ou quel genre d'asset cibler en cas de transfert? Eh bien, ça me paraît simple, j'ai envie de dire tout et n'importe quoi, tant que ça aura de la valeur dans une reconstruction. Par ça, évidemment, j'entends des role-players, des contrats expirants, de la jeunesse et des pics. Rien besoin de plus. Je pense qu'il est nécessaire de repartir d'une page blanche. Les seules pièces que je tenterai potentiellement de garder parce qu'elles rentrent dans cette optique, c'est Coby White, Patrick Williams et Ayo Dosunmu. Tout le reste, ça peut bouger. À Artur Askarnichovas maintenant d'assumer son échec, de prendre ses responsabilités et de faire preuve de courage pour remettre la franchise sur les bons rails pour le futur. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les principales pièces transférables et quelle est leur valeur sur le marché? Eh bien, pour en parler, commençons par évoquer le cas Zach LaVine, qui est probablement celui qui fait le plus de bruit ces derniers temps. Le concernant, ça se sent, beaucoup de monde en ce moment sent l'odeur du bon coup, et vu la situation des Bulls, certains GM d'équipes ambitieuses pourraient bien craquer, histoire de renforcer leur effectif et de se donner un maximum de moyens d'aller vers le titre. Les teams les plus souvent cités le concernant sont les Lakers, les Sixers et le Heat, mais parmi ces franchises, toutes ne possèdent pas forcément ce que Chicago cherche à obtenir. Notons que les Knicks et les Warriors apparaissent eux aussi fréquemment parmi les équipes potentiellement intéressées, et on comprend pourquoi. Parce que ouais, LaVine, il faut l'admettre, quand il a la tête au basket, qu'il est impliqué et qu'il évolue sur le terrain à son full potentiel, ça reste quand même un sacré joueur. À 28 ans, il est toujours un arrière qui peut mettre une grosse vingtaine de points par match, voire plus s'il est responsabilisé, mais qui peut également peser dans le playmaking, attaquer la peinture, jouer en transition et scorer de loin, même si ses pourcentages dernièrement laissent à désirer. Et pas trop d'inquiétude là-dessus, on l'a vu encore la saison dernière, dans le domaine il est capable de faire mieux. Le mec peut apporter une nouvelle force de frappe à tout un tas d'équipes en NBA, même si sa défense laisse à désirer. Par contre, il faut préciser en parallèle qu'actuellement Zach LaVine n'en est qu'à la 2e saison de son contrat max signé pour 5 ans. Pour
obtenir via un transfert, donc il faudra être en mesure d'équilibrer les salaires. De plus, vu le montant et la durée du deal, l'équipe qu'il fera venir prendra un risque, et pas sûr qu'elle veuille lâcher trop pour l'obtenir, ce qui évidemment ne fait pas les affaires d'Arturas Karniechovas. Là de toute façon dans l'Illinois, les valves semblent ouvertes, le joueur comme l'équipe semble ok sur l'idée d'un transfert, et a priori son départ de Chicago n'est plus qu'une question de semaines ou de mois. Le joueur n'a plus le cœur dans cette franchise des Bulls, et son refus de répondre à l'interview samedi dernier suite à la victoire face aux Heat illustre tout à fait la frustration que l'arrière paraît ressentir actuellement. Surtout que dernièrement, sur le terrain, c'est la même chose, dans son attitude et dans son langage corporel sous le maillot des Bulls, Zach LaVine semble complètement déconnecté. Ça se sent, il veut évoluer dans une franchise compétitive, et les Bulls ont tout intérêt de le transférer au plus vite avant que la situation ne tourne mal et que le joueur perde de la valeur. Sauf que quitte à transférer Zach LaVine et perdre en valeur immédiate, autant continuer les travaux jusqu'au bout, et regarder ce que l'on peut obtenir également concernant DeMar DeRozan. Surtout que lui aussi actuellement est dans une situation incertaine vu que son contrat arrive à son terme cet été, et là, lors de l'intersaison, malgré des discussions, le joueur de 34 ans et la franchise n'ont pas réussi à s'entendre sur les potentiels termes d'une prolongation. En gros, si tu ne veux pas prendre le risque de le perdre contre rien dans quelques mois, il faut le transférer maintenant, avant la deadline. Il reste 3 mois. Le truc c'est que lui aussi, a beau être un ancien All-Star, comme Zach LaVine, le niveau qu'il affiche actuellement sur le terrain n'est pas des plus rassurants. Mais est-ce que ça fait baisser sa valeur? Je ne sais pas. Même si l'ailier est plus proche de sa fin de carrière que du début, il est tout de même capable d'avoir un énorme impact sur le terrain, et même d'afficher un vrai niveau de superstar certains soirs. Avec son jeu atypique basé sur le mid-range et le QI basket, il est un élément qui peut lui aussi attirer tout un tas de contenders, sans même parler de sa clutchitude assez extrême dans les fins de match serrés. Encore une fois, si Chicago est vendeur, et ça semble être le cas, pas mal de monde pourrait venir toquer à la porte d'Arturas Karniechovas. Et on le voit, les équipes potentiellement intéressées par Zach LaVine pourraient aussi tenter le coup avec l'ancien des Raptors, ça aurait du sens. De plus, d'autres franchises comme les Mavericks par exemple pourraient afficher un tout autre visage avec un joueur comme DeRozan dans l'effectif, même si pour lui aussi, il faudra s'aligner sur son contrat à 29 millions. Maintenant c'est pareil, autant aujourd'hui le joueur a de la valeur, mais vu son âge et sa situation contractuelle, elle reste relative. Dans la ligue, je ne vois aucune franchise capable de se dépouiller pour un extérieur de 34 ans qui cet été pourrait décider de tester la free agency et faire ses valises aussi talentueux soit-il. Quoi qu'il en soit, la situation se ressemble avec celle de LaVine, car plus les Bulls s'attendent et plus DeRozan pourrait perdre de la valeur. On le voit donc, pour ce qui est du duo principal des Bulls, un deal apparaît plus que probable, et plutôt tôt que tard d'ailleurs. Et au milieu de tout ça, qu'en est-il de Nikola Vucevic qui lui pourtant a été re-signé cet été à hauteur de 60 millions sur 3 ans? Eh bien le concernant, je ne vais pas mâcher mes mots, ce serait criminel de le garder à Chicago si LaVine et DeRozan devaient partir. À 33 ans et après avoir passé une bonne partie de sa carrière dans une équipe d'Orlando en construction, il mérite clairement d'évoluer dans une franchise ambitieuse, et ces Bulls ne paraissent pas capables de lui offrir cette situation. Parce que ouais, Vucevic, malgré ses limites défensives qui lui sont souvent reprochées, reste quand même un pivot offensif de très haut vol. C'est vrai que lui aussi est un peu en galère cette saison, et parmi tous les joueurs des Bulls, il est peut-être celui qui souffre le plus du manque de meneur de jeu, et du manque d'organisation dans les systèmes. Rarement servi dans les bonnes conditions, j'aime qu'il ne s'écarte pas trop et cherche à évoluer au poste, mais force est de constater qu'en l'état ça apporte quelques limites. Le Monténégrin a de bons moves, de bons appuis, il est adroit naturellement, et en plus de ça, il possède des mains totalement en or. Cependant, si tu ne cherches pas à le mettre en valeur offensivement et à l'utiliser comme il faut, tu te prives d'une bonne partie des meilleures qualités de Vooch. Et forcément, à force, lui aussi, il se frustre, et de son côté également, les pourcentages au tir s'en ressentent, lui qui dans sa carrière n'a jamais shooté avec une adresse aussi faible. En vrai, même quand Billy Donovan cherche à l'impliquer davantage, comme ça semble être le cas cette saison, c'est compliqué. Bah ouais, un pivot, il faut le nourrir certes, mais il faut le nourrir de la bonne façon, et pratiquer un système cohérent autour de lui. Le laisser créer en post-up face aux prises à deux adverses ne semble pas représenter la meilleure idée du monde, et forcément dans cette situation, Vooch perd en efficacité. C'est dommage parce qu'en contrepartie, j'ai su apprécier les sacrifices qu'il a fait ces dernières saisons. Certes, il a des failles défensives, mais de manière générale, je trouve plus dur et engagé que ce qu'il ne l'a été plus tôt dans sa carrière, ce qui lui permet d'avoir un rôle dans le combat, les rebonds et la pose d'écran, c'est intéressant. Maintenant attention, je ne dis pas qu'il faudra compter sur lui comme un potentiel franchise player dans sa nouvelle équipe, non, dans une équipe ambitieuse, ça ne peut pas être son rôle. Les limites défensives qu'il possède et qui potentiellement pourraient s'avérer problématiques en playoff pourraient également réfréner certaines équipes dans l'idée de l'accueillir. Je ne suis donc pas sûr que sa valeur soit phénoménale à l'heure actuelle, mais ce dont je suis certain, c'est qu'il pourrait apporter beaucoup à tout un tas de teams en manque de qualité dans leur raquette. Maintenant, le concernant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit d'urgent. Une reconstruction, ça se fait rarement en 3 semaines. Il y a souvent plusieurs étapes à franchir les unes après les autres, et vu que son contrat se poursuit jusqu'en 2026, Chicago a tout son temps pour le transférer. Cependant, si les tendances se confirment, comme je disais, je ne verrai plus l'utilité de le garder dans l'effectif. Voilà pourquoi je pense qu'en cas de reconstruction, l'été prochain au plus tard, le Monténégrin devra faire ses valises. Par contre, la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi les Bulls l'ont-ils re-signé cet été dans cette situation? Se voilaient-ils la face en anticipant pas du tout une potentielle reconstruction? C'est possible. Ceci dit, je pense qu'il faut quand même aller un petit peu plus loin que ça, et que surtout Chicago voulait se laisser à disposition un maximum d'options. 20 millions de dollars par an pour un pivot comme Vucevic, à son âge, avec le salary cap qui ne cesse de grimper, ce n'est pas grand chose. Même pour une durée de 3 ans, le contrat est loin d'être toxique et ne représente
représentera pas un frein en cas de volonté de transfert. En prolongeant Vooch, je pense surtout que les Bulls ont voulu se donner un peu de temps plutôt que de le perdre sans recevoir de contrepartie en échange en juillet dernier. Là en vrai je me dis que si une équipe propose une offre sérieuse autour d'un premier tour de draft à Chicago, en l'état il sera compliqué de dire non, et à ce prix-là, il pourrait y avoir pas mal de candidats pour Vooch. Un vétéran comme lui, aux qualités offensives certaines, qui déjà a passé 12 ans dans la ligue et qui en plus est capable de se battre au rebond, de shooter, mais aussi de s'inscrire dans un collectif grâce à ses bonnes lectures de jeu, ça ne court pas non plus les rues. Je ne dis pas non plus qu'il peut retourner au All-Star Game comme ce fut le cas en 2019 et en 2021, mais quand même, il peut avoir encore un apport ailleurs, c'est certain. Le mec peut produire un gros double-double à peu près chaque soir dans toutes les équipes de la NBA ou presque. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il a fait lors de 10 de ses 12 saisons en NBA, et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est extrêmement lourd. Chicago pourrait donc continuer à recevoir des assets intéressants si le front office décidait de transférer le pivot. Ceci dit, outre les anciens All-Stars, un autre joueur qui je pense pourrait avoir de la valeur sur le marché, c'est Alex Caruso. Si les Bulls veulent un total changement de look, je pense qu'il peut être un joueur intéressant à transférer vite, chez un contender, au vu des assets qu'il pourrait attirer à Chicago en retour. Demandez à n'importe quel team ambitieux si elle voudrait bien d'un Caruso en plus dans l'effectif, et vous pourrez être sûr qu'absolument 100% des équipes interrogées diront oui. Imaginez-le à Boston avec Holiday et White, à Milwaukee avec Dame, ou encore à Philadelphie avec Maxey et Melton, ça fait le job de ouf. Mais en vrai, à Miami, à Phoenix, ou encore chez les Lakers, ou chez les Warriors, ça fait le taf absolument partout, hein, Alex Caruso. Le mec a une capacité d'adaptation folle, et grâce à sa hargne défensive, son culot et son envie offensive, il correspond exactement au genre de soldat que tu veux dans ton roster en playoff. Ses pourcentages sont excellents, ses choix sont bons, il joue propre, intelligemment, et pour moi, sur ce début de saison, il représente l'une des très rares satisfactions présentes à Chicago. Quand l'équipe est en difficulté, c'est souvent lui qui sonne la charge et essaye de prendre ses responsabilités. Ce genre de profil qui ne baissera jamais la tête et qui donnera absolument tout, quelle que soit la situation de l'équipe, évidemment que ça fait kiffer les coachs. Il n'est clairement pas le joueur le plus talentueux des Bulls cette saison, mais en termes d'apport, je trouve qu'il est l'un des plus importants. Ajoutons à ça qu'il est un joueur un minimum expérimenté, il a gagné un titre, qu'il est très vocal et qu'il sait agir en leader, et ouais, on s'en rend compte, chez un contender, Caruso pourrait obtenir et avoir un rôle de ciment essentiel. Après oui, on pourrait se dire, avec toutes ses qualités, vu qu'il va bien partout, autant le garder à Chicago dans ce cas-là, mais je suis pas forcément bien d'accord avec cette idée. Dans le business en NBA, la fameuse règle sell high, buy low, vendez cher, acheter bon marché fonctionne aussi bien que partout. Actuellement, l'arrière a 29 ans et dans une équipe en reconstruction, même s'il pourrait jouer le rôle de vétéran et qu'il pourrait aider à véhiculer une certaine culture, il prendrait du temps de jeu aux jeunes. Sa place à mon sens se situe bien plus dans une team compétitive qu'aux Bulls, et si Chicago en échange peut récupérer des éléments de valeur dans l'optique d'une reconstruction, Karnišovas je pense aurait tort de vouloir le retenir. De plus, son contrat à 10 millions la saison colle parfaitement, son salaire est super simple à absorber, d'autant plus que sa campagne 2024-2025 n'est pas totalement garantie. Selon les dernières rumeurs, les Bulls contre lui demanderaient plusieurs tours de draft. Ça peut paraître beaucoup, voire gourmand, mais Karnišovas aurait tort de laisser penser qu'il est prêt à le lâcher pour un bon prix. En se montrant exigeant, il pourrait laisser les potentiels GM intéressés jouer aux enchères pour proposer l'offre la plus compétitive possible, et ça c'est tout bénef, même s'il n'y a pas les tours de draft demandés à la base. En fait, s'il gère bien, le front office des Bulls pourrait réussir rapidement à transférer Caruso plus cher que sa valeur réelle, et voilà pourquoi je pense qu'il faudra rapidement appuyer sur la gâchette. Et puis même si c'est méchant pour la franchise, désolé, mais le joueur, au vu de ce qu'il apporte, mérite mieux que ces Bulls-là. Du coup, on l'a compris, pour moi, Lavin, ça doit partir, DeRozan, ça doit partir, Caruso, ça doit partir, et Vucevic, ça doit partir aussi, même si pour lui c'est moins urgent. Sauf que c'est bien beau de constater tout ça, mais dans les faits, qu'est-ce que ça peut donner? Et qu'est-ce qui peut être mis en place? Eh bien, pour tenter de répondre à ça, j'ai enfilé ma casquette de GM de Pacotti, et encore une fois, je me suis perdu sur la trade machine de Fanspo. Et donc le premier deal que je ferai, celui qui me semble le plus urgent, eh bien, il est là. Zach LaVine prendrait la direction de Los Angeles. Je sais que selon les dernières rumeurs, Austin Reeves serait intransférable du côté de LA, mais doit-on y croire? Je ne sais pas, surtout qu'on le voit, l'arrière galère un peu en ce début de saison, lui qui dernièrement a été relégué sur le banc. Et puis je me dis qu'au bout d'un moment, si tu veux choper LaVine, il faut aussi donner aux Bulls des pièces susceptibles de les intéresser. Reeves donc, mais aussi Hachimura rempliront ce rôle. Gabe Vincent, quant à lui, arrive surtout pour les salaires. Il devra prouver qu'il peut exister dans un autre dispositif que celui d'Eric Spoelstra, chose qu'il n'a absolument pas pu faire pour le moment à Los Angeles. Enfin, un pick swap pour la draft 2025 vient compléter le deal et offrir une option supplémentaire à Chicago. Notons pour finir qu'un tel transfert ne pourra pas prendre place avant le 15 janvier vu que cet été, Reeves et Hachimura ont été prolongés avec leur bird rights. Maintenant, je sais que souvent on entend que les Lakers seraient plus intéressés par DeRozan que par LaVine et qu'ils pourraient également tenter leur chance pour Caruso, mais je ne suis pas certain qu'ils aient les assets pour de tels joueurs. Je sais que pour ça parle souvent d'un potentiel transfert de D'Angelo Russell vers les Bulls, et je me trompe peut-être, mais je ne vois pas un monde où Chicago serait intéressé par le meneur. Et puis LaVine à LA, je ne sais pas, c'est peut-être moi, hein, mais dans mes oreilles ça sonne comme une évidence. Le mec a fait sa fac à UCLA, il est représenté par Clutch Sports, comme LeBron et comme AD, et j'ai l'impression qu'il coche absolument toutes les cases pour s'intégrer à la bande du King, aussi bien en dehors du terrain que sur le terrain. Parce que ouais, avec l'arrière des Bulls sur le poste 2, je trouve que d'un
d'un coup, le backcourt de la franchise californienne, avec également D'Angelo Russell, aurait une allure bien plus dynamique et explosive au scoring, même si dans le lot, pas grand monde ne défend. Cam Reddish pourrait donc se voir confier de grosses missions de ce côté-là du terrain. Il peut le faire. Avec un AD qui est parfois irrégulier dans son apport au scoring, j'ai l'impression que d'un coup, le 5 de départ des Lakers pourrait disposer de tout plein d'options différentes pour mettre la balle dans le panier. C'est pas mal. Cette année, l'attaque des Lakers a tendance à s'éteindre complètement dès que LeBron va sur le banc. Et pour résoudre ce problème, Lavine pourrait correspondre à la solution. Et puis au final, LA lâcherait 3 joueurs de banc pour un titulaire en puissance. Ça va, sachant qu'il reste toujours de la rotation derrière. En playoff, avoir 3 joueurs qui peuvent créer leur tir comme LeBron, Lavine et AD, ça peut donner une force de frappe monumentale. D'autant plus que sur le papier, les 3 joueurs sont capables d'apporter des choses différentes. Et puis du côté des Bulls, on obtiendrait exactement le type de pièce recherchée. D'un côté, Hachimura et Reeves, 2 jeunes joueurs de 25 ans talentueux qui arrivent doucement dans leur prime et auront l'occasion de montrer ce qu'ils valent en étant responsabilisés dans une équipe de Chicago New Look, et d'un autre côté, Gabe Vincent, qui autant que faire se peut, tentera de boucher le trou à la main que présente la franchise de l'Illinois. Le pick swap qui permettra potentiellement à la franchise d'augmenter son range lors de la draft 2025 représente une option supplémentaire. Je pense que dans l'optique d'un trade de Zach LaVine, les Lakers semblent représenter le partenaire idéal. Sauf que vous l'avez compris, moi ce que je veux à Chicago, c'est un énorme rebuild, une vraie chute de domino. Du coup, le deuxième élément à tomber, ce serait DeMar DeRozan, qui lui irait trouver le soleil de South Beach, en Floride. J'en avais parlé, même si l'équipe a très bien réagi depuis, à Miami cette saison ça me semble un peu léger pour pouvoir réellement ambitionner le titre. Après être passé à côté de Lillard et Holiday lors de l'intersaison, Pat Riley est attendu pour faire un gros coup, afin de permettre à Jimmy et ses potes d'enfin soulever le trophée Larry O'Brien. DeRozan peut être la clé. Cette team, avec les départs de Gabe Vincent et de Max Strus, a beaucoup perdu cet été. Elle a besoin d'une troisième star, et même si Tyler Herro score beaucoup, j'ai l'impression que dans le leadership notamment, il peine un petit peu jusque-là à assumer ce rôle. Et le problème, c'est qu'à part lui, Miami n'a que peu d'assets et que peu de capital de draft à offrir à Chicago pour obtenir DeRozan. Sauf qu'on l'a dit, DeRozan c'est aussi un joueur de 34 ans qui également verra son contrat arriver à son terme cet été. Sa valeur n'est donc pas forcément super haute, et du capital de draft, même minime, je me dis que ça peut suffire pour l'obtenir. Et bien banco, c'est ce qu'on va faire. Déjà, dans ce deal, Chicago récupérerait le contrat expirant de Kyle Lowry, qui libérera près de 30 millions cet été. Pour une reconstruction, c'est parfait. À côté de ça, 2 futurs premiers tours de draft en 2027 et en 2029, époque où Jimmy Butler aura pris sa retraite et où le Heat pourrait entamer une reconstruction. Il y aura peut-être des protections à mettre du coup de ci de là, mais pour un joueur qui cet été aurait pu partir gratuitement, ça me semble bien pour Chicago. Bon après, à Miami, ce sera un petit peu la crise au poste de meneur, et Spoelstra n'aura sûrement pas le choix que d'y décaler Tyler Herro. Mais why not, hein? Même si on l'a vu à Chicago, DeRozan a besoin d'un réel meneur de jeu pour vraiment exister à son full potentiel. Je pense qu'à Miami, il y a quand même assez de playmakers et de créateurs pour permettre à la balle de continuer à vivre. Maintenant, avec DeRozan, Butler et Adebayo, pour le spacing, il faudra repasser, c'est sûr. Mais avec un Spoelstra aux manettes et des gars comme Duncan Robinson et Kevin Love, ça peut tout de même envoyer quelques missiles en plus de ceux que Herro continuera à balancer. Même si l'effectif pourrait paraître assez déséquilibré, je le trouverai directement plus performant. Surtout que bon, on le sait, hein, en février, en plein hiver, à l'époque des buyouts, il y a toujours un ou deux vétérans qui sont bien désireux d'aller signer à Miami pour profiter du climat de la Floride. Si besoin donc, je compte sur Pat Riley pour apporter à Spoelstra, pour pas cher, tous les profils dont il aura besoin. Du côté de Chicago, en termes de résultats sportifs, rien ne presse, alors récupérer du cap space et du capital de draft, ça me semble cohérent. Une autre piste du côté de Miami, ce serait d'inclure Tyler Herro au deal, mais je ne suis pas certain que Pat Riley veuille lâcher son joueur en échange de Debo. Du coup, on fait comme ça, on revient dans l'Illinois, et les travaux se poursuivent avec maintenant un transfert d'Alex Caruso. Et là, j'ai l'impression qu'il fitterait parfaitement à Milwaukee. Son profil est fait pour l'équipe. Dans cette team qui depuis le début de la saison galère en défense, car sur le premier rideau, les portes du saloon sont constamment ouvertes, Caruso, si tu le titularises aux côtés de Lillard, pourrait apporter exactement ce qu'il manque à l'équipe depuis le départ de Jrue Holiday. Le problème par contre, pour une telle offre pour Caruso, c'est qu'il faudra voir si une équipe ne propose pas mieux. Les Bucks sont limités en assets, et j'ai l'impression que c'est un petit peu l'offre max qu'ils peuvent proposer. S'ils peuvent récupérer des premiers tours de draft ailleurs, les Bulls ne se priveront sûrement pas. Cependant, ça montre le type d'offre minimum qu'ils peuvent recevoir en échange d'Alex Caruso, et je trouve que c'est déjà pas mal, ça montre sa valeur. MarJon Beauchamp, 23 ans, est déjà un two-way player de qualité, j'apprécie particulièrement son potentiel, et j'ai l'impression qu'il a surtout besoin de temps de jeu pour exploser. À Chicago, dans une équipe en reconstruction, il pourrait enfin avoir cette opportunité, plus qu'à Milwaukee en tout cas, ça vaut largement un premier tour de draft, et encore plus s'il est mal placé. À ses côtés, Pat Connaughton, un role-player référencé et 2 futurs second tours de draft, et ça fait le job je pense. Avec cette offre, les Bulls continuent de se tourner vers l'avenir. Sauf que je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, dans ces conditions, ce serait criminel de laisser Nikola Vucevic dans ce bourbier. Alors let's go, lui aussi va faire ses valises dans mon scénario, direction Memphis. Là encore, je trouve que la team du Tennessee représente le partenaire idéal, ou pas loin. Orpheline d'un poste 5 de qualité depuis la blessure de Steven Adams, l'équipe sombre peu à peu, et le début de saison est catastrophique. Cependant en décembre, Ja Morant fera son retour, et ce sera le moment de tenter un run. Ça ne se fera pas sans un meilleur pivot que Tillman ou Biyombo, et le Vooch pourrait alors trouver une maison. Et puis là où c'est encore plus intéressant pour Chicago, c'est que Memphis a tellement besoin d'un
d'un pivot de qualité que pour Vucevic, l'équipe pourrait proposer une belle offre. Pour ça, j'imagine un deal autour d'un premier tour de draft, bien sûr, mais aussi de Ziaire Williams, qui pourrait représenter une pièce super intéressante dans un effectif en reconstruction. Sur le début de la saison, avec des opportunités, il montre que son potentiel est réel. Pour Chicago, ça peut être bien, même si ce serait cool qu'il mette ses 3 points avec plus de régularité. Ajoutons à l'offre Brandon Clark, qui s'est fait les croisés et qui devrait encore manquer de longs mois, mais qui reste tout de même un vrai pivot de qualité du haut de ses 27 ans, et on est pas mal pour ces Bulls, je trouve. Pour Memphis, ça peut faire un petit peu beaucoup, je l'avoue, mais si pour cette saison, on veut jouer des choses et faire venir le Vooch, je pense que ce sera l'offre minimum à formuler à Chicago. Avec l'absence d'Adams, le Monténégrin pourrait apporter une présence primordiale au rebond, et un spacing qui sera nécessaire et très utile pour ouvrir la raquette à Ja Morant. Ça va, toi le chat, t'es confortable là aujourd'hui. Ajoutons à ça sa capacité à être menaçant au poste, et je me dis que ouais, Vucevic pourrait quand même régler pas mal des soucis que les Grizzlies connaissent actuellement dans la peinture. Et si jamais sa défense est un problème, il pourra tout de même bénéficier de la présence du Deepoy en titre Jaren Jackson Jr. à ses côtés. C'est pas mal. Du coup, si on revient à Chicago, parce que c'est quand même eux qui sont au centre de notre sujet du jour, ça donnerait quoi cet effectif New Look? Eh bien, je me suis amusé à le mettre en image, et évidemment, je vais vous montrer ça. Pas de surprise, c'est le bazar, comme toute équipe qui entame une reconstruction. Il y a des joueurs de partout, beaucoup de jeunesse, aucune certitude pour le présent, mais tout de même pas mal de pistes intéressantes pour le futur. Pour l'instant, il n'y a aucun leader, et a priori aucun futur franchise player, ça semble assez clair. En revanche, entre Kobe White, Austin Reeves, Rui Hachimura, Marjon Beauchamp, Ziaire Williams et Patrick Williams, on a quand même tout un tas de jeunes joueurs qui peuvent se développer et à minima devenir de très bons role players pour le futur. Après, il y aura encore pas mal de ménage à faire, et pour coacher tout ça, je ne suis pas certain que Billy Donovan soit l'homme de la situation, mais pour la suite des travaux, ça pourra attendre cet été. À ce moment-là, Chicago aura tout plein de billets verts à dépenser, et surtout tout plein de capital de draft obtenu via les divers échanges qu'on a mis en place. Regardez, je vous ai mis tous les pics de draft que posséderaient les Bulls dans les années à venir, et vous le voyez, il y a de quoi faire. Ce que je voulais permettre dans cette reconstruction, au maximum, c'était tourner une page, repartir de zéro, sur des bases saines, tout en donnant un maximum d'options d'avenir aux dirigeants des Bulls, et là le matos est présent. L'équipe aura de quoi se renforcer à la fois à la free agency grâce à son cap, sur le marché des transferts grâce à ses assets, mais aussi via la draft grâce à tous ses pics. Franchement c'est lourd. 10 premiers tours de draft sur les 6 prochaines années, plus un pick swap, ça permettrait d'envisager l'avenir avec sérénité, et c'est en tout cas tout ce que j'attends personnellement d'une reconstruction. Alors si l'on fait le bilan maintenant, il faut être honnête, il n'y a que très peu de chances que l'équipe ressemble même de loin à ça dans quelques mois. Tous les visuels qu'on a vus juste avant ne sont que des spéculations sur ce que j'imagine qu'il est possible de faire ou non dans la franchise de l'Illinois. Cependant, en me mettant dans la peau d'Arturas Karnisovas, j'ai tout de même essayé d'illustrer ce que sur le papier, cette équipe de Chicago est en mesure de faire pour tourner une page et reconstruire. Et ce que l'on voit, c'est que si elle le fait maintenant, au moins théoriquement, elle a de quoi récupérer quand même pas mal d'assets intéressants, du cap et du capital de draft, le package complet d'un rebuild. Tout ça ne se fera peut-être pas au cours de cette saison, et un trade de Vucevic, comme on l'a dit, pourra potentiellement attendre cet été. Cependant, je me dis que si une occasion se présente et qu'une offre intéressante arrive sur le bureau de Karnisovas, autant passer à la suite le plus vite possible aussi concernant le pivot. Quant à Zach LaVine, DeMar DeRozan et Alex Caruso, vous l'avez compris, je pense qu'il faut appuyer sur la gâchette le plus rapidement possible afin de tirer un maximum de leur valeur. Alors même si pour certains transferts, et notamment celui avec les Lakers, il faudra attendre jusqu'au 15 janvier minimum pour les Bulls, une chose actuellement semble certaine. Ouais, on ne va pas se mentir, ça sent très très fort la reconstruction et le tanking en ce moment du côté de Chicago. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà pour ce qui est des Chicago Bulls, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Vous en pensez quoi, vous, de la reconstruction que je propose? Ça a du potentiel selon vous? Et de votre côté, quelle piste auriez-vous privilégié si vous aviez voulu transférer ce beau monde? Amusez-vous, vous aussi, avec la trade machine, et dites-moi ce que ça donne dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et pour finir, tu le sais, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très vite.